Avant de parler de cette saga Tour de France et notamment du premier Tour de France 1903 jusqu'à 1914, puisque cette vidéo va couvrir cette période-là, il faut parler des fondations et aussi rappeler que le Tour de France est le premier grand tour de l'histoire. À ce jour, hein, toujours en 2023, on a trois grands tours dans le calendrier cycliste international. On a le Tour de France, on a le Tour d'Italie, on a le Tour d'Espagne. Il faut savoir que le Tour de France, c'est le tout premier en 1903. Le Tour d'Italie vient un peu plus tard, en 1909. Et le Tour d'Espagne, là, encore beaucoup plus tard, puisque on est en 1935. Voilà, c'est important de commencer par ça. Ensuite, de savoir comment s'est créé le Tour de France. Là aussi, c'est intéressant. Donc, faut savoir que c'est à l'initiative d'un journal qui s'appelle L'Auto à l'époque, dont le directeur est Henri Desgranges, ancien coureur cycliste, notamment sur piste, qui a établi différents records, hein, record de l'heure, record des 100 km, bon bref, on va pas s'attarder, et lorsqu'il arrête sa carrière cycliste, reprend la direction d'un journal qui s'appelle l'Auto Vélo et qui, après un procès avec un concurrent, s'appellera l'Auto. Et à l'époque, les journaux, en fait, pour booster leurs ventes, créent des événements sportifs, hein. Ça commence au tout début. Il faut savoir à la fin du 20e, début du fin du 19e plutôt, début du 20e, l'activité cycliste se fait essentiellement sur piste, hein. Il y a très peu de courses sur route. Et là, dans cette émergence de 1800, entre 1896 à peu près et 1900, là vont apparaître les premières courses et notamment des courses longue distance. On pense notamment à Paris-Brest-Paris, connu aujourd'hui des cyclos, mais qui à l'origine était une course cycliste, et Bordeaux-Paris. Et en 1903, Henri Desgranges, associé à deux compères, hein, Géo Lefebvre et Victor Godet, le père de Jacques Godet, décide de se lancer dans ce pari fou, d'imaginer un Tour de France. Voilà, pour beaucoup c'est impensable, c'est un pari trop risqué, et finalement ce sera une réussite, puisque la preuve, 120 ans plus tard, nous avons toujours cette course, évidemment sous un autre format, avec une évolution, voilà, cette course existe toujours. Alors, on a beau être en 1903, dans toute épreuve sportive, il y a un règlement. En 1903, le règlement dit que le vainqueur sera celui qui réalisera la distance, dans le plus court temps possible. Voilà, donc c'est un classement au temps comme on le connaît de nos jours. Faut savoir que également, si vous abandonnez une épreuve, hein, si vous abandonnez une étape, hein, vous pouvez quand même repartir le lendemain, donc disputer l'étape suivante, mais vous ne serez pas classé. Alors, comme on le verra sur la carte, vous voyez, on a une épreuve qui totalise 2428 km. En 1903, il est encore, je dirais, trop prématuré d'emprunter des montagnes, des cols. On a donc une distance totale de 2428 km, ce qui est déjà très bien. Et on a des étapes qui varient entre 268 et 471 km. Alors, essentiellement, les coureurs roulent de nuit, encore à cette époque. Et comme on le voit bien sur la carte, vous voyez, il y a quand même entre deux étapes, il y a entre 4 et 3 jours d'écart, voire même 5, parce que vous voyez, Bordeaux-Nantes, ça se dispute le lundi 13 juillet, et Nantes-Paris, ils repartent le 18 juillet. Ça veut dire qu'on
on laisse quand même à l'époque des temps de repos. C'est pas, on repart pas dès le lendemain pour l'étape suivante. De toute façon, matériellement, compte tenu de la distance, ce serait complètement impossible. Euh, Ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que les coureurs donc sont soumis à des contrôles obligatoires, mais ils ne savent pas forcément où auront lieu ces contrôles. S'ils ne pointent pas, s'ils ne tamponnent pas, donc ils sont classés hors course. Notamment, Henri Desgranges témoignait qu'en tant qu'ancien coureur cycliste, il allait lui-même à la rencontre de coureurs. Donc il coupait en fait et ça lui permettait donc dans les premières années, peut-être que quand même dans les années suivantes, je sais pas comment il se débrouillait, il faisait quand même appel à la voiture. Henri Desgranges en personne pointait les coureurs. Alors le départ est donné donc en banlieue parisienne, hein, en face d'un petit café à Montgeron. Donc ça parlera plus aux personnes qui habitent en région parisienne. Faut savoir qu'ils sont 59 courageux, donc à s'élancer. Euh, donc ce qui est important aussi, c'est que quand même on a vraiment des coureurs cyclistes aguerris qui sont sponsorisés, qui sont payés par des marques hein, à l'époque. C'est pas des amateurs hein, qui sortent de chez eux comme ça, ce sont vraiment des athlètes qui pratiquent le cyclisme tout au long de l'année. On a donc des gros favoris, donc notamment Maurice Garin, il fait partie de ces favoris puisqu'il a déjà gagné un Paris-Roubaix. Il a été également lauréat sur Paris-Brest-Paris, sur Bordeaux-Paris. Donc voilà, c'est pas des coureurs qui sortent comme ça en se disant bah du jour au lendemain je vais prendre mon vélo et puis je vais faire le Tour de France. Donc ils sont 59 et puis à la fin ils seront que 21. L'assistance mécanique, évidemment, il n'y en a pas. Il faut se débrouiller par soi-même. Et le but, c'est d'arriver, de couvrir chaque étape. Donc des étapes, comme on a vu, qui sont très longues, qui se disputent généralement de nuit, dans des conditions vraiment très très difficiles. Les routes ne sont pas celles que l'on connaît maintenant et donc les vélos non plus hein, sont quand même très très archaïques. On ne peut que saluer hein, la performance de ces athlètes hein, qui voilà avec ces moyens-là étaient capables de faire des efforts. Moi j'aime bien comparer à Hercule, le héros grec. Hein. Et pour moi c'est un peu ça. Et quand on voit que finalement Maurice Garin remporte ce premier Tour de France en 97 heures pour une distance totale de 2428 km. On voit que la moyenne est quand même de 25,8 km/h quand même. Donc c'est phénoménal avec sur des étapes de près de 500 km. Donc c'est quand même inimaginable. Soi-même on n'arrive pas à l'imaginer quoi. Et donc ce sera effectivement Maurice Garin, d'origine italienne, hein, qui remporte ce premier Tour de France. Alors juste une précision, donc c'est comme on l'a dit, c'est Maurice Garin qui remporte ce premier Tour de France avec le plus grand écart sur le deuxième jamais enregistré dans toute l'histoire du Tour de France, à savoir que le deuxième Lucien Pottier donc terminera avec 2h59 exactement de retard sur Garin. Pour également une anecdote qui n'est pas si petite que ça, le dernier qui donc le 21e puisqu'ils sont 21 terminés, qui s'appelle Arsène Miochaud, qui est le doyen déjà à l'époque puisqu'il a 36 ans quand il participe à ce Tour de France, termine à 60 heures de Maurice Garin. Alors, ce qui a été dit, c'est que les organisateurs ne voulaient pas lui donner une prime de course parce que il avait couvert le Tour de France à une moyenne de 15 km/h. Et donc on préconisait que la moyenne minimum c'était 20 km/h.
Mais malgré tout, il a quand même eu le droit à ses 5 francs par étape, hein, par jour, pas par étape, par jour. Donc ce qui fait qu'il a pu gagner 95 francs à l'époque. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote de notre lanterne rouge qui, à l'âge de 54 ans, en 1921, disputera encore un Paris-Brest-Paris. Donc c'est quand même un personnage.